Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité, de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Nous sommes une fois de plus à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Les campus scolaires sont-ils devenus des endroits autant dangereux que la rue? Les événements tragiques dans les lycées du Cameroun semblent pencher vers l'affirmative. Une vague sans précédent de violence secoue l'école camerounaise depuis quelques semaines. Deux maillons essentiels de la communauté éducative, à savoir les élèves et les enseignants, semblent être les principales victimes. Le dernier drame en date, à savoir celui de Colbison, où l'élève a poignardé son enseignant, de même que l'incident d'Ayos, ont fini par convaincre les enseignants de l'impérieuse nécessité de se mobiliser pour défendre leur profession et l'école camerounaise. Réunis à Yaoundé le 23 janvier dernier, dans le cadre de la préparation des obsèques de leur collègue Boris Ndjomi Tchakounté, pas moins de 18 syndicats d'enseignants ont convenu pour un accompagnement digne du disparu à sa dernière demeure, mais aussi et surtout à un appel pour que les enseignants du pays observent 2 jours de silence avec cessation de travail les jeudis 30 et vendredi 31 janvier prochain. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufélé depuis Douala. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et, Madame, Monsieur, tout de suite, et maintenant, c'est le fait du jour. Enseignement secondaire, comprendre la colère des enseignants. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Jacques Bessala. Bonsoir Jacques. Bonsoir Monsieur Otou. Voilà, bienvenue. Vous êtes professeur de lycée d'enseignement général, lettres bilingue, c'est bien cela. Exact. En service au lycée de Ngousso, Ngoulmakon, et président du collectif des enseignants indiens du Cameroun. Correct. C'est bien cela. C'est correct. Voilà, bienvenue sur le plateau. Charles Koum, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les camarades qui sont scotchés sur Equinox TV ce soir. Bonsoir à mes co-panélistes, M. Ngamo, M. Bessala. Voilà. Bonsoir aux Camerounais. Voilà, vous êtes le président du syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents. Tout à fait. Un ancien instituteur vacataire, Oui. ancien instituteur contractuel, aujourd'hui professeur adjoint des écoles normales d'instituteurs. Voilà. À côté de vous, Samuel Gamon, j'ai voulu qu'on termine par lui parce que c'est le doyen, 25 ans. Bonsoir Samuel Gamon. Je vous en prie, sir. Voilà, 25 ans, on va dire comme ça, de craie. Vous avez tenu la craie pendant 25 ans. Vous êtes enseignant à l'époque, c'était les sciences naturelles, mais ça a évolué. Pour devenir science de la vie de la vie de la terre. Oui. Vous êtes également, vous avez fini comme inspecteur pédagogique national, c'est bien cela? Régional. Régional. Du centre. Voilà. D'abord provincial et ensuite régional. Régional. Oui, Et du centre. Vous connaissez toutes les évolutions. Oui, Sciences parce naturelles, SVT, provincial, régional. Oui, 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 oui. Ok, Samuel Gamon, aujourd'hui, vous avez connu, on va dire, ces deux époques. Est-ce que à votre époque, quand vous commenciez, il y avait autant de violence en milieu scolaire? Serge, je veux être objectif pour vous dire que la courbe de la violence est exponentielle. Dans les milieux scolaires et même un peu partout, nous observons de la violence. La caractéristique de l'école, c'est que l'école est un endroit où les apprenants viennent pour être éduqués. Et qui dit être éduqué veut dire être socialisé. Malheureusement, on observe que depuis quelque temps, la violence prend de l'ampleur. Bien entendu, on doit s'interroger quelles sont les causes de ces violences. Je crois que nous aurons le temps d'en parler. Oui, on aura le temps. Nous aurons le temps de voir quelle est même la nature. Ouais. Parce que même entre-temps, la nature des violences a changé. Avant, les jeunes, généralement, ils opéraient une violence d'appropriation.
C'est-à-dire, vous garez votre véhicule, on vient, on casse le pare-brise. Oui. Bien, on dégonfle les roues. On dégonfle les roues. On ne s'attaquait pas à l'enseignant de manière physique. Pas du tout. On s'attaquait à ses biens. La violence d'appropriation consiste en ceci. Quand on casse votre véhicule, il s'accapare de votre poste. Ou bien il prend votre sac. C'est cette forme de violence qu'on connaissait avant. Mais aujourd'hui, la violence a changé de nature. Elle devient de plus en plus symbolique. Et c'est le système de valeurs qu'on attaque. Parce que lorsqu'on vous dit qu'on a poignardé un enseignant, qu'un élève a poignardé un enseignant, il faut faire beaucoup de gymnastique pour comprendre comment en est-on arrivé là. Et contrairement à ce que j'ai lu dans les réseaux ou bien les interventions des autres, on a fait très vite de cet élève le bourreau du professeur. Oh, moi je ne vois pas en cet élève le bourreau du professeur. Je vois là deux victimes. L'enseignant victime et même l'élève victime. Vous avez suivi un autre cas qui s'est passé au lycée de Baganté, où il nous revient qu'on a exclu un enfant de 6e parce qu'il lui touchait les parties intimes de ses camarades. Et la seule solution qu'on a trouvée, c'est l'exclusion. Mais c'est un échec du système éducatif. Lorsqu'on exclut un enfant de 6e du système éducatif, c'est la rue qui va le récupérer. Et va faire de lui un élément encore plus violent. Je préfère m'arrêter là parce que je crois que vous avez préparé très bien cette émission et nous aurons beaucoup. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Merci. Jacques Bessala, on a parlé du cas de Djomi Tchakounte. Quelles sont les dernières nouvelles par rapport au lycée de Nkolbison? Eh bien, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux camarades, collègues, bonsoir aux Camerounais. Alors, Monsieur Otou, c'est grave. C'est grave. Les dernières nouvelles qui nous viennent du terrain, du lycée classique de Nkolbison pour être exact, sont que l'administration du lycée, c'est-à-dire Monsieur le proviseur, a réuni les collègues de ce côté-là hier matin pour leur dire verbalement que les hommages académiques de notre collègue Djomi Tchakounte ont été annulés. C'était prévu jeudi 30 janvier. Jeudi 30 janvier, après la levée au CHU. Il devait y avoir un hommage académique au lycée classique de Nkolbison. Ça a été annulé, c'est pas une autre... aucune qu'il a dit verbalement. Verbalement. Aucune trace, ok. Et cela a causé un tollé de ce côté-là. Les collègues se sont soulevés pour aller demander au proviseur quel diable lui a traversé l'esprit pour qu'il fasse quelque chose de ce genre. Mais tout porte à croire que le proviseur est sous instruction. Alors, Monsieur Otou, ceci est une provocation de trop. Vous voyez, la famille éducative a été poignardée à mort par notre élève. Nous sommes encore en train de chercher à faire le deuil. Et on veut nous empêcher de faire le deuil. Vous avez vu ça où? Un militaire, il meurt. Il a droit aux hommages militaires. Un policier, pareil. Oui. Et même, j'ai vu les avocats, les avocats. Bien sûr. Même à la retraite. Monsieur Otou, tenez-vous tranquille. Même nos frères du secteur mototaxi, lorsqu'ils perdent l'un des leurs, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Alors, la question que nous posons est, qu'est-ce que Djomi Tchakounte a fait à ces gens pour qu'on le persécute jusque dans sa tombe? Voilà la question que nous nous posons. D'abord, le jour de son décès, on nous produit un communiqué qui insinue que notre collègue n'était pas supposé se retrouver au lycée classique de Nkolbison. On croyait se conspiratiser, permettez le néologisme, se laver les mains. Oh, que non! Qu'est-ce qui a contraint notre collègue à se retrouver au lycée classique de Nkolbison? Il est sorti de l'école normale en août 2019. Alors, août 2019, janvier
2020, oui. notre collègue n'est pas toujours pris en charge. Il n'est pas Il payé. était ECI, en cours d'intégration. En cours d'intégration, cette étiquette qu'on aime coller au nouveau lauréat. Alors, notre collègue, même les frais de relève n'ont pas été payés. Pour la maman du quartier, les frais de relève, c'est l'argent de transport qu'on va donner aux fonctionnaires, qu'on donne aux fonctionnaires pour qu'il aille prendre service. Oui. Il n'avait rien de tout ça. Madame le ministre a dit dans son communiqué qu'il était enseignant au lycée de Djimou, au lycée Panké Djimou, dans la région de l'Ouest. Oui. Alors, si notre collègue s'est retrouvé là-bas, c'est parce que le gouvernement a échoué quelque part. Il n'était pas pris en charge, il cherchait à survivre, et cela n'est pas nouveau. Des vacataires, on en trouve partout dans les établissements scolaires, que ce soit en zone rurale qu'en zone urbaine. Alors, notre collègue, s'il a été recruté comme vacataire au lycée classique de Colbisson, cela veut dire qu'il était sous contrat là-bas. Alors, l'incident est là, notre collègue est mort, on nous poignarde, excusez-moi, on nous poignarde d'abord en nous disant qu'il n'était pas supposé se retrouver là-bas. Je voulais vous demander, c'est pourquoi on annule l'hommage académique qui devait lui être rendu, parce qu'on trouve qu'il n'était pas enseignant au lycée de Colbisson. Il n'était pas enseignant au lycée de Colbisson, il servait la nation au lycée de Colbisson. Il est mort au champ de combat, les armes à la main, dans une salle de classe. C'est de ça qu'il est question. Vous voulez me dire que Djomi Tchakounte était utile lorsqu'il allait enseigner les mathématiques aux enfants du lycée classique de Colbisson, lorsqu'il y a succès aux examens, qui sont les premiers récupérateurs de ce succès? Soyons honnêtes, ce sont les hommes politiques. C'est Madame la ministre qui est d'abord félicitée. Après elle, par gradation descendante, les proviseurs et autres. Oui. Alors, cela veut dire que Djomi Tchakounte a contribué au succès de ses enfants, à supposer que le bac 2020 en mathématiques ait été proclamé. Alors, maintenant que Djomi Tchakounte est mort, il n'est plus utile. On cherche maintenant des gris-gris. Il n'appartenait pas à ce milieu-là. Non, qu'on arrête de nous provoquer de la sorte. Nous sommes assez meurtris comme ça, nous exigeons des hommages académiques, tout au moins. C'est le minimum. Mais l'administration, elle a quand même un visage humain, non? Djomi Tchakounte a une famille. Vous savez ce que ça peut faire à une famille? Que son enfant soit honoré ou déshonoré? Il y a problème. Ok. Justement, Charles Kong, vous avez signé ce document. Vous êtes une des associations, un des syndicats qui a signé cette sortie mobilisation pour les obsèques de Djomi Tchakounte Boris. Et vous avez justement prévu cet hommage-là. Tout à fait, tout à fait. Et lorsque vous apprenez que c'est annulé, comment vous allez réagir? Un ponce pilatisme de plus, un ponce pilatisme de trop. De trop. C'est-à-dire que il a si bien expliqué, les enseignants ont toujours droit à des hommages académiques. Moi, j'ai vu des professeurs d'université qui ont reçu ces hommages après leur décès. Pourquoi c'est pas fait au niveau du secondaire? Parce que les enseignants du secondaire sont-ils les mal lotis de la nation? On ne comprend pas. Moi, je me dis que il y a ce mot d'ordre que vous avez, ce communiqué là, c'est pas un mot d'ordre de grève. Complètement. C'est un mot d'ordre qui a deux aspects. L'aspect mobilisation, l'aspect solidarité. C'est-à-dire que nous avons perdu un collègue. Nous devons lui manifester notre solidarité pour essayer de lui dire ou de dire à sa famille que nous sommes de tout cœur et que nous prions pour que le Seigneur lui accorde sa miséricorde. Donc, cet aspect solidarité-là n'incombe pas seulement aux syndicats, elle n'incombe pas seulement au collectif, elle incombe à tout enseignant de bonne foi, de bonne volonté qui voudrait marquer un temps d'arrêt pour s'offusquer de ce qui arrive aux enseignants de nos jours. Nous savons très bien qu'avec la société postmoderne aujourd'hui, qui promeut l'ultralibéralisme, on promeut les libertés individuelles, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela à l'enfant, on nous contraint même. Moi, j'ai un cas, un directeur qui entre dans la classe de son enseignant et il voit que l'élève est à genoux.
Alors, il dit à l'enseignant, mais comment tu peux mettre, est-ce qu'on ne doit pas punir l'enfant? Il se met à gronder l'enseignant devant les élèves. Il demande à l'élève d'aller se rasseoir en disant là-dessus, si c'est mon enfant que tu maltraites comme ça, là, je vais te porter plainte. Un directeur d'école qui fait ça. Vous voyez à quel niveau nous-mêmes, nos propres collègues, ont rendu les enseignants. Donc, au-delà de la hiérarchie, il y a cet aspect-là. La principale question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la valeur réelle qu'on donne à l'enseignant aujourd'hui. Quelle est la place que l'enseignant occupe aujourd'hui dans la mémoire collective? Cette question s'adresse à 3 personnes. Il y a d'abord l'État, bien entendu, qui régule tout le secteur. Il y a ensuite la société. La société, comment est-ce que la société conçoit l'enseignant dans la société, la société postmoderne aujourd'hui? Maintenant, il y a enfin nous-mêmes les enseignants. Que sommes-nous devenus? Qu'est-ce que nous donnons nous-mêmes à cette profession? Comment est-ce qu'on devient enseignant au Cameroun? Nous avons posé ce débat-là au niveau du ministère des enseignements secondaires, notamment pour ce qui est du recrutement des concours des ENIEJ et des ENIET. Nous avons proposé que, au niveau des ENIEJ et des ENIET, qu'on ferme d'abord toutes ces écoles, afin de recruter tous ces lots de toute cette flopée de chômeurs qu'on forme chaque année. Imaginez-vous, pour former un élève maître ou une élève maîtresse, l'État dépense près d'1 demi-million par élève maître. Près d'1 demi-million. Et lorsque l'État a fini, parce que c'est des calculs que nous avons effectués, lorsque l'État a fini de les former comme ça, on les balance au quartier, on les balance dans la rue, ils deviennent de gros chômeurs. Voilà une masse inquiétante aujourd'hui. Alors il faut fermer ces ENIEJ, il faut relancer ça plus tard en ouvrant les postes de travail. Ça veut dire que si on a déniché quelques postes de travail ci et là, on lance le concours proportionnellement à le nombre de postes de travail, si bien qu'à la sortie, l'élève maître ou l'élève maîtresse est bien formé. Déjà, nous avons proposé que le concours soit lancé pour 2 ans pour uniquement ceux qui ont le bac, afin de rehausser le niveau de l'enseignant. Donc, il faut rehausser le niveau de l'enseignant. Il faut que l'enseignant d'aujourd'hui devienne conscient du rôle important, indispensable qu'il a à jouer dans la société postmoderne aujourd'hui où les élèves ont pris le pouvoir. Ok. Samuel Gamou, beaucoup pensent que la violence dans nos campus scolaires est laissée sans traitement. D'où cette recrudescence de toutes ces violences qu'on voit. Parce qu'on ne frappe pas assez. Il y a beaucoup de cas. On n'a rien fait. Serge Alain, voyez-vous, on ne frappe pas. Je n'aime pas beaucoup cette formule. Oui. Parce que dans le milieu éducatif, on n'est pas là pour frapper. Nous avons pris cette mauvaise habitude de brandir toujours le code pénal, même à l'école. Si tu fais ceci, on va te sanctionner, on va te faire ceci. Tout à l'heure, j'évoquais le cas de cet enfant de 16 ans, Oui. qui est exclu du système éducatif. Parce que lorsqu'un lycée l'exclut, c'est pour dire, en principe, qu'il ne doit pas être recruté ailleurs. En principe. C'est ce qui est arrivé pour ceux d'Edo. Hein. Ils sont exclus de toute la région du littoral. C'est un échec pour le système éducatif. Oui. Vous comprenez? Il y a un chanteur que j'aime bien, André-Marie Talla. Dans l'une de ses musiques, il disait que, je vais paraphraser, hein, l'infirmière a fui l'hôpital disant que les plaies sentent. Le pasteur a fui l'église disant qu'il y a trop de péchés. L'enseignant a fui les salles de classe parce qu'il y a trop d'indiscipline. C'est le monde à l'envers. Parce que si le pasteur fuit, sa mission c'est quoi en réalité? C'est de travailler les consciences pour qu'il y ait réduction de péchés. Et même à l'école, aujourd'hui, j'ai suivi M. Bessala s'indigner du fait qu'on interdit des hommages académiques pour... Non, vraiment, je dis, on ne tire pas sur un cadavre. On ne tire pas sur un corbillard. Oui. Je ne peux pas comprendre quelles sont les motivations des responsables, pas seulement des responsables. La communauté éducative, elle est où? Non, elle est là. Elle va se mobiliser ce jour-là. Elle est là. Je voudrais vous relancer, cher aîné. Oui.
au ministère des enseignements secondaires, ou du moins dans nos établissements, lorsque nous perdons un collègue enseignant, j'ai dit un collègue enseignant, parce que il y a les produits des écoles normales supérieures et il y a les vacataires. Lorsque nous perdons un enseignant, nous lui organisons des hommages académiques. Ce qui est une très bonne chose. Cela se fait. Maintenant, sur le cas Ndjomi Tchakounté, nous ne comprenons pas. Pourquoi ça? Merci. L'argumentaire qu'on risque de brandir, je parle au conditionnel, c'est de dire que Tchakounté était illégalement en service au lycée. Comme le communiqué du ministre l'indique clairement. Il n'est pas entré au lycée par infraction. Il a reçu un emploi de temps de l'administration. Justement. Et il a un contrat avec chaque année, avec le lycée. Chaque mois, il évalue et il donne les notes à ses apprenants et à l'administration. Donc, personne ne peut dire qu'on était surpris de savoir que Tchakounté exerce. Il faut encore là interroger le système éducatif. D'où vient-il qu'on n'ait pas un véritable fichier pour savoir qu'à l'instant X, l'instant T, tel enseignant se trouve à tel endroit? D'où vient-il? Vous avez posé un certain nombre de problèmes. On affecte les gens, on ne donne pas les frais de relève. J'avoue que ancien comme moi, lorsque j'ai la chair de poule. Je ne viens pas apprendre ici au plateau, Je sais que c'est la réalité qui existe. Mais à notre temps, ce n'était pas ça. L'enseignant était véritablement valorisé. Et le rendement était là. Aujourd'hui, M. Serge Tout, lorsqu'on vous dit, chers collègues, qu'on vient de composer au BPC et que la moyenne nationale tourne autour de 45, 52%, 60% au BPC. Mais c'est un scandale. Et tout le monde reste tranquille. L'Assemblée qui a voté le budget n'interpelle pas pour dire, mais si le résultat est à 50%, cela veut dire que des 100 milliards qu'on vous a donnés, 50 milliards sont allés en fumée. Voilà ce que ça veut dire. Personne n'interroge le rendement. Très rapidement, il y a une formule. Oh, les enseignants, ils n'enseignent même plus. Or, si on revient à cette violence que nous avons à l'école, l'école est seulement le lieu de manifestation de la violence. La violence est sociale. Elle se manifeste à l'école parce que elle devient véritablement symbolique. Lorsqu'on touche à un enseignant, il est impensable que mais à notre temps, excusez-moi, on va toujours se recours aux sources, ce n'est pas mauvais. Oui. Vous tous là, vous le savez bien. Quel respect on avait par rapport à ces enseignants? Quel respect? D'où vient-il qu'aujourd'hui, qu'un enfant porte la main et il poignarde? C'est pour cela que je dis, cet enfant est victime également. Victime d'un système social déstructuré qui a permis, je vais reprendre mon nom Diana, qui disait qu'on a écarté la norme pour normaliser les écarts. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Sinon, dans un système normal, l'école d'aujourd'hui engendre la violence. Je vais vous expliquer comment. Lorsque dans une salle de classe, j'ai connu un peu cette situation, on dit que vous avez une classe de 6e où il y a 120 élèves. Peut-être pas en 6e, on va dire que de 5e où il y a 120 élèves. J'ai connu une terminale où j'avais 165 élèves. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez de l'enseignant? Je vais vous faire rire un peu. Pour vous dire, même Jésus qui était un Dieu, lorsqu'il disait qu'il prêchait lorsqu'on dit qu'il prêchait à des foules, lorsqu'on revoit la courbe de croissance des populations en ce temps-là, ces foules, c'était des conglomérats de 50, 100 personnes au maximum. Mais jusque-là, ils n'arrivaient pas à se faire comprendre. Et vous voulez aujourd'hui qu'on mette dans une salle de classe 140 enfants, 140 jeunes. Voilà les germes de la violence. Les germes de la violence. Parce que s'il faut structurer la violence, je veux vous dire que si vous prenez un triangle équilatéral,
placez à un sommet la famille, à l'autre sommet l'école, et au dernier sommet, vous avez la rue. La famille, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Les parents ont démissionné. Pas du tout. Pas du tout, les parents n'ont pas démissionné. Pour la plupart, ils sont également disqualifiés. Ils sont également dépassés. Comment voulez-vous qu'un parent qui a perdu son pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'il va dire à l'enfant à la maison? Absolument rien. Et on revient à l'école. L'enseignant qui est là. Lorsqu'on voit comment on devient enseignant au Cameroun, l'enseignant a-t-il les compétences de ses compétences? Malheureusement, je vais dire non. Malheureusement, j'ai flirté avec toutes les structures de formation des enseignants au Cameroun. Que ce soit l'école normale supérieure, que ce soit les ENI, toutes les autres écoles d'enseignement technique, et ainsi de suite là. On ne donne pas des outils pour permettre à l'enseignant de véritablement exercer. Parce que ce qu'on regarde généralement, on voit le rendement de l'enseignant pour dire qu'il ne travaille pas. Or, en ingénierie de formation, il y a ce qu'on appelle le complexe CME. La compétence, la motivation et l'environnement. Si les trois éléments ne sont pas réunis, vous n'aurez pas de rendement. Il faut maintenant commencer. Si on prend le cas des enseignants, il faut interroger le curriculum de formation. Est-ce qu'ils ont la compétence nécessaire? Est-ce qu'ils ont la compétence nécessaire pour leurs compétences? Ceux qui ont la compétence, est-ce qu'ils sont suffisamment motivés? Voilà, on dit qu'on affecte un jeune. Oui. Le jeune, il a des aspirations naturelles. Et vous l'envoyez dans une ville où pratiquement il ne connaît même personne. L'environnement. Même les frais de relève, vous ne donnez pas. Qu'est-ce qui va motiver ce jeune-là pour s'y rendre? Et lorsqu'on revient maintenant à l'environnement, tout à l'heure j'ai parlé de salles de classe avec 140. Ce n'est pas le seul problème. L'environnement social, où l'enseignant lui-même à la maison n'arrive pas à payer ses factures d'électricité. Vous voulez... Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pareil enseignant? Lorsque j'étais élève dans un lycée, la cour du lycée était pleine de voitures. On manquait où se garer. Parce que chaque enseignant avait le minimum pour s'acheter un véhicule. Neuf, bien sûr. On n'était pas à l'air des occasions. Une voiture neuve. Oui. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Allez dans les lycées de Yaoundé. Si vous voyez 15 véhicules, 14 appartiennent aux dames. Derrière mais des enseignantes quand même. Enseignantes, oui. Derrière qui il y a un grand monsieur. Oui. Hein? Oui, c'est les... les hommes n'ont pas de véhicule. Les hommes n'ont pas de véhicule. Ils bousculent les taxis pour arriver à l'école comme les apprenants. À partir de là, il y a perte de crédibilité. Or, le jeune, pour être discipliné, a besoin des repères. Un modèle. Dans la société, a besoin des repères. Lorsqu'on a des repères, c'est les aînés, c'est le papa. Et je n'ai pas fini par rapport à la rue tout à l'heure. J'ai dit qu'il y avait au triangle équilatéral la rue. Oui. La rue a deux missions. Pour certains, la rue, c'est un lieu de circulation. C'est bien. Mais pour d'autres, c'est un lieu de stagnation. Et à ce niveau, ils ont aussi des parrains. Tout comme à l'école, on avait un enseignant. Dans la rue maintenant, les jeunes qui stagnent ont également des parrains. Et ce qui est plus grave, voilà le jeune perdu au milieu de ce triangle équilatéral, avec trois parrains. Le père, bon, quand je dis le père, c'est ou la mère, hein, l'enseignant et le parrain de la rue. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe entre les trois parrains? Lorsque chaque parrain prend la parole, c'est pour tirer sur les deux autres. L'enseignant va vous dire, oh, le parent à la maison, les enseignants, ils ne font rien aujourd'hui. Et devant l'élève. Ils ne font rien aujourd'hui, à notre temps, devant l'élève. On arrive à l'école, l'enseignant, oh, les parents ont démissionné. Ils ne font plus rien. On ne peut pas dire que les parents ont démissionné. Nous sommes dans une société
Société veut dire répartition des tâches. Oui. Pourquoi voulez-vous qu'un agriculteur, j'en suis devenu un maintenant, je rentre du champ fatigué et c'est moi qui dois encore m'occuper de la formation des enfants à la maison? Il faut bien observer cela. Ok. Il faut bien observer cela. Oui. Samuel Ngamo parlait de l'école qui engendre, un lieu qui engendre la violence. Dites-moi personnellement, avec tous ces événements, Charles Koum, lorsque vous entrez dans une salle de classe aujourd'hui, est-ce que vous avez peur? Non, moi particulièrement, je n'aime pas parler trop de moi, mais aucun élève n'aurait jamais l'idée de venir me poignarder en tant qu'enseignant. Comment Jamais. vous le savez? Je le sais parce que je dois connaître mes élèves. Je les connais, ils me connaissent. Et lorsque vous engagez votre travail d'éducation dans ces conditions-là où vous cherchez à connaître votre classe, vous cherchez à connaître vos élèves, ils cherchent également à vous. Vous savez, la punition, beaucoup de frustrations viennent des punitions envers les élèves. Lorsque vous punissez un enfant parce que vous voulez déverser sur lui votre colère, vos angoisses, de manière votre disproportionnelle. Voilà, disons, il y a des gens qui viennent avec leurs problèmes à la maison, ils déversent ça sur les enfants. Ils déversent son stress, ils déversent ses problèmes conjugaux sur les enfants, ils déversent ses angoisses. Alors, l'élève ressent, les enfants ressentent cela. Lorsque vous ne les aimez pas, ils ressentent. Et vous considèrent désormais comme un ennemi. Alors que lorsque vous prenez ces enfants comme les vôtres, moi je punis, je chicote. C'est vrai, la chicote est interdite, mais moi je fouette. Parce que je leur dis simplement que, voilà les amis, je vous fouette parce que je veux que vous deveniez plus tard de bons citoyens camerounais. C'est vous qui allez diriger ce pays plus tard. Moi, on m'a fouetté à l'école. Alors lorsque je vous fouette parce que vous avez fait une bêtise, c'est pour vous amener à ne plus commettre. Vous essayez d'établir ce lien affectif là avec vos élèves. Les élèves n'auront jamais l'idée de vous poignarder. Vous savez, il y a un philosophe, Leibniz, qui a posé une question philosophique très importante. Pourquoi y a-t-il toujours quelque chose plutôt que rien? Oui. Alors, pourquoi il lui fallut que cet élève-là poignarda son professeur à cet instant? Pourquoi il lui fallut, pour prendre le cas d'Ayos, que Madame le sous-préfet vienne pensant que c'est le moment de faire sa campagne de sensibilisation? Pourquoi il lui fallut que l'enseignant refusa de lui permettre de faire sa sensibilisation pendant peut-être 2 ou 3 minutes? C'est pour répondre à la question de Lénine, en disant que peut-être qu'il fallait qu'il y ait quelque chose plutôt que... Parce que cet enseignant, en agissant comme ça, comme il l'a fait là, c'était pour que toi et moi, nous suscions que beaucoup de choses se passent dans le milieu enseignant. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont camouflées. Cet acte serait resté anodin si l'enseignant de philosophie qui a barré la route à Madame le sous-préfet, s'il avait agi comme les autres collègues qui ont dit, voilà, l'autorité est là, faites place, l'autorité est là. S'il avait agi comme les autres, l'événement là serait passé de manière anodine. On n'aurait rien su. Donc, le fait qu'il ait réagi comme ça nous pose effectivement le vrai débat, la problématique sur la place de l'enseignant que nous avons. Il a appliqué le texte sur l'orientation. Tout à fait, le fameux article 27 oui. Qui est devenu... Les autres l'ont violé, les autres collègues l'ont violé. Tout à fait. Donc, il a fallu qu'il respectât cet article-là pour que nous suscions aujourd'hui que beaucoup de choses se passent dans le milieu enseignant et qu'il fallait le relever par cet acte-là. Donc moi je me dis, la véritable question que nous devons nous poser ici, c'est quelle est la place que nous donnons à nos enseignants aujourd'hui. Et pour cela, il y a une réflexion qui a été entamée depuis par le Premier ministre avec le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Une réflexion qui a été entamée dans le but d'organiser le Forum national de l'éducation. Les travaux y afférents ont été faits. Moi, j'ai été envoyé dans le littoral pour collecter les données brutes sur le terrain, collecter les propositions des acteurs. Alors, aujourd'hui, les résultats sont parqués là-bas au ministère de l'Enseignement supérieur.
aucune suite aujourd'hui. Nous attendons qu'un véritable débat sur le forum que le Forum national de l'éducation soit effectivement convoqué pour qu'il y ait un débat multiple sur les différents aspects qui concernent l'éducation, qui concernent la place de nos enseignants, l'environnement scolaire, les textes de loi, les conditions de vie des enseignants, les systèmes francophones, le système anglophone, etc. Donc, nous attendons impatiemment ce véritable débat qui sera organisé lors du Forum national d'éducation. Jacques Bessala, justement, en rapport avec ce qui s'est passé, on appelle ça l'incident, hein, on appelle ça l'incident d'Ayos. Dans votre appel à la mobilisation générale, le 3e point, vous exigez des sanctions lourdes à l'encontre de quiconque agresse un enseignant dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Très bien. Monsieur Otto, j'espère que vous ne faites pas allusion à l'élève. Oh, non, attendez. L'élève aussi. L'élève aussi, puisque celui qui a tué, voilà. par exemple, il donc, répond je dis donc, le point numéro 3, vous vous adressez à qui particulièrement? Très bien. Avant de dire Monsieur Otto, j'ai écouté mes aînés. Et bon, nous disons la même chose, mais il y a des détails qui pourraient nous opposer. Alors, mon aîné, mon père, Monsieur Ngamo, a parlé du triangle, famille, école, rue, et quelque part, et mon aîné, Charles Kung l'a rejoint quelque part pour insister sur les responsabilités des enseignants en ce qui concerne les violences scolaires. Je ne voudrais pas que l'enseignant soit présenté ici comme une source, comment dire, dans le sens néfaste du terme. Parce que l'école ne fait que subir ce qui lui vient de l'extérieur. Et quand nous disons l'école, c'est cet environnement-là, enseignant et élève, voyez-vous. Il faut vous adresser ici à la société, au pouvoir public. Mais ça, c'est la thèse que... Bien, j'ai dit des détails. Dans les détails, il y a des détails. J'ai bien dit que l'essentiel est partagé, mais il y a des détails. Il n'a pas, comment dire, pointé du doigt directement les pouvoirs publics. Il a peut-être oublié, c'était beaucoup plus la société. Mais, disons-nous qu'une tête qui est mal faite à la maison est un danger public. Et là où je ne suis pas d'accord avec lui, justement, c'est là où il dit... les parents n'arrivent pas à mieux éduquer leurs enfants à la maison à cause de la crise ou je ne sais pas moi, des moyens. Non, monsieur, on n'est pas surpris par un enfant. On prépare l'accueil d'un enfant. Alors, un enfant, c'est un investissement financier, psychologique, spirituel, tout ce que vous voulez. Si vous ne pouvez pas investir dans l'éducation de votre enfant, tout au moins son suivi, ne cherchez pas à avoir les enfants. C'est là où je disais qu'il ne faudrait pas justifier, comment dire, la faute à ce niveau-là. Maintenant... Si vous permettez... Oui. Oui. Merci. Je crois que je n'ai pas été très bien suivi. Okay. En aucun moment, je n'ai pointé l'enseignant pour dire qu'il est le seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Il est l'un des responsables. Il a sa part. Il a sa part. Il faut bien le connaître. J'ai posé une question importante. Je voulais dire qu'il subit. Il ne fait que subir ce qui vient de l'extérieur. J'ai posé une question importante. Ses intentions sont bonnes. J'ai posé une question importante. L'enseignant a-t-il les compétences de ses compétences? Tout à fait. Voilà une question importante. Comment devient-on enseignant? Comment devient-on enseignant? C'est là où se pose la véritable problématique. Je rejoins mon voisin de gauche pour dire la situation d'un Col Bisson, elle est malheureuse parce qu'il y a eu mort d'homme. Et lorsqu'il y a mort d'homme, tous les débats s'annulent. Mais ça ne nous empêche pas d'observer un débat critique, dans notre propre corps, pour dire ceci. L'école normale doit intégrer un facteur important. Aujourd'hui, on devient enseignant étant très jeune. Très jeune. Le jeune Tchakounte, 26 ans. 26 ans. Il est enseignant. Hein? Il se retrouve face à des élèves. À peu près. Et on lui met dans une classe, j'ai vu cette classe à la télé, un effectif pléthorique. A-t-il les moyens
Le savoir fait le savoir-être. En tant qu'outil qu'il doit mobiliser pour gérer véritablement cette classe. On ne lui en donne pas suffisamment à l'école normale. On ne lui en donne pas suffisamment. L'école n'en donne même pas. On bâcle, C'est une qualité personnelle. on bâcle et on les envoie à l'abattoir. On les envoie sur le terrain. Nous, enseignants, nous devons commencer par reconnaître cela pour que l'école normale revise son curriculum de formation. Pour véritablement outiller l'enseignant dans l'exercice de ses fonctions. Très bien. Et lorsque je parle des parents maintenant, je n'ai pas dit que le parent est complètement dédouané. Non. Vous avez dit qu'il Non, est disqualifié. le parent est disqualifié. Disqualifié ne veut pas dire démission. Ça veut dire quoi? Il est là présent. Il a bien la volonté d'encadrer les enfants, mais il n'a pas le know-how suffisant pour faire ce qu'il doit J'avais faire. la parole. Oui, Oui. c'était une Oui. parenthèse. C'était une Oui. parenthèse. Allez-y, Jacques Alors, Bessara. pour parler des sanctions, justement, Oui. je pense qu'il y a Vous exigez des sanctions lourdes à l'encontre de quiconque agresse un enseignant dans dans l'exercice de ses de fonctions. ses fonctions. Nous Il y a demandons, déjà- il faut sanctionner lourdement le petit, l'élève d'un Colbuisson à la et le mesure, sous-préfet. à la mesure de sa faute. Et le sous-préfet, justement, a agressé notre collègue Dayos, Monsieur Ondoa. Oui. Oui, elle l'a agressé dans l'exercice de ses fonctions. Elle mérite d'être sanctionnée parce que Est-ce que vous comprenez le discours qu'il y a eu après le voice de la collègue de Ondoa, Steve Ondoa, qui dit que le professeur Ondoa aurait dû faire comme les autres. Très bien. C'est-à-dire accorder 5 minutes ok. à Madame le sous-préfet. Non, vous savez quoi? Non, écoutez, Oui. écoutez. Cette collègue n'a pas la formation suffisante. Très bien. Oui. Pour comprendre que le professeur de philosophie est dans son rôle. Dans son Ok. rôle. Excuse, Monsieur Otto, Oui, Jacques. vraiment, c'est le professeur. Les normes, l'écart et la norme. Monotona. Très bien, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ou du moins, c'est ce que la collègue a fait. Non, pas moi, je rapporte les faits. Oui, vous rapportez. Puisque après, j'ai fait ce débat voilà, on m'a envoyé des voices pour me dire que bon, voilà, voici. Voilà ce qu'on qu'on appelle les collègues béni oui, les collègues Tchindar, comme on dit au quartier. Oui. Vous comprenez? Non, Vous je êtes veux dire les collègues incompétents. bon, C'est incompétent, pas des ce bénis serait, oui-oui. ce serait trop fort quand même. mon Non. gars. Ce serait trop Non. fort. Ce sont des bénis oui. Pourquoi? Parce que, ces collègues-là ont-ils oublié qu'il y a un texte de loi qui régit la protection de l'enseignant et l'élève en l'enceinte de l'établissement? Ce fameux article L'article 27, 27, oui. avec ses alinéas 1, 2, 3. Mais l'enceinte de l'établissement est inviolable, c'est clair pour tout le monde. Ouais, ouais. Madame le sous-préfet, vous êtes parti de votre bureau pour un autre lieu de service. Conformez-vous à la règle ou aux normes de ce lieu de service-là. Elle ne l'a pas fait. Mais notre collègue est en train d'évaluer dans une classe. Mais Madame le sous-préfet, elle était à l'ENAM. Sait-elle par quel bout on tient la craie? Sait-elle comment on prépare une leçon? Ce qu'il faut pour préparer une leçon, une évaluation, monsieur l'inspecteur. Vous trouvez un enseignant en pleine évaluation. Il s'agit là d'une élévation d'esprit intellectuel. C'est la grande messe qui est en train d'être dite. Vous voulez interrompre pour procéder à la fouille. Et de quelle manière? Une évaluation qui est interrompue, ses résultats sont biaisés. Ah oui. Absolument. Laissez place à la fraude. Absolument. Ces résultats pas sont seulement biaisés. la fraude. Les résultats sont biaisés. La distraction, C'est un peu comme si, la langue oui, criée. c'est un peu comme si vous entriez dans une salle d'examen de probatoire ou de baccalauréat, ok, et vous faites ce que vous avez à faire pour repartir. C'est déjà biaisé. On doit tout annuler. Collègue, j'ouvre une parenthèse pour dire que là où Madame le sous-préfet n'a véritablement pas compris grand-chose, c'est lorsqu'un enseignant lui dit « je suis en train d'évaluer », Très bien. il doit savoir qu'elle devait comprendre rapidement qu'à l'école, ce n'est pas le travail de l'apprenant qu'on évalue. C'est sa puissance. C'est-à-dire le travail en fonction du temps. L'enseignant a préparé une évaluation pour 2 heures. Vous venez, vous allez interrompre le travail des apprenants pendant 15 minutes parce que vous allez fouiller. Il y a quelle urgence?
où est l'urgence pour que madame décide qu'elle doit absolument interrompre? Il n'y a aucune urgence. Elle vient sortir ceux qui ont des pantalons slim, ce qu'on m'a dit. Elle pouvait bien repartir et envoyer. Elle a du personnel sous ses ordres. Est-ce que c'est le rôle d'un sous-préfet de venir contrôler que les gens ont porté des tenues ou bien ceci? On va me dire qu'elle est administrateur civil. Et si on est administrateur civil, on peut tout administrer. Mais les faits tels qu'on nous les présente, si les faits sont réels, qu'elle a porté la main, qu'elle a giflé, c'est que ça devient extrêmement grave. Ok. Pas pour l'enseignant, pour cette dame elle-même. Parce que gifler un adulte, c'est tout comme appuyer sur une gâchette. La loi l'interdit. C'est tout comme appuyer sur une gâchette. Ce qui veut dire que cette femme, qui est autorité chargée de maintien de l'ordre, ses patrons doivent rapidement la rappeler pour deux choses. Rapidement. Pour qu'elle rencontre un bon psychologue. Très bien. Qu'elle rencontre un bon psychologue. Parce qu'on va tourner là. C'est un cas atypique. Voilà. Qu'elle rencontre un bon psychologue. Et ensuite, qu'elle revoie la notion d'autorité. Qu'elle n'a pas. C'est un aveu d'échec que de porter la main sur un adulte. Rapidement, Jacques Sinon, je veux dire, sinon, demain là, elle va, pour un moindre mouvement de troupes, elle va dire aux gendarmes, tirez sur ces gens-là et on va tirer. Ok. Rapidement, Jacques Bessala, avant Charles Combe, qui doit aussi intervenir. Je disais, le collègue savait qu'il était dans son droit, son plein droit. Il était en train d'évaluer ses élèves. Cette évaluation-là ne pouvait pas être interrompue. Il appartenait à madame le sous-préfet de patienter. Alors, ses collègues, pour répondre à votre question, qui soutiennent madame le sous-préfet, Qui condamne l'attitude et condamne l'attitude de l'enseignant, peut-être que je devrais enfin rejoindre l'aîné qui dit qu'ils n'ont pas la compétence. Parce que ceux-là ne sont même pas au courant de leurs propres droits. Ils ne savent pas ce qui les protège. La loi qui les protège, ça n'a pas de sens. Ces collègues-là devraient se ressaisir. Cette collègue, c'est une dame. Elle doit se ressaisir. Elle devrait avoir honte. Aller dans une sous-préfecture, dans un commissariat, je ne sais pas moi trop. Aller parler fort. Aller parler mal à ces gens. Toucher tout simplement ces personnes-là. Sortez de là en un morceau. On verra. Alors, c'est sur les enseignants qu'on vient expérimenter. Le chef de terre, madame le sous-préfet, elle est même A1, s'il faut même parler d'orgueil. Autorité administrative, d'accord. Moi, je suis A2, catégorie A2. Elle est A1. Il faut qu'on revoie les textes de cette République. Voilà, justement. Vous avez vu vous avez vu un lieutenant qui donne des ordres à un colonel? Voilà notre débat qu'il faut soulever. Ouais. Donc, notre collègue a tout à fait raison et nous le soutenons à 1 million %. Madame le sous-préfet doit être condamnée. Nous avons même exigé qu'elle soit relevée de ses fonctions. Parce que c'est assez grave, même si elle n'a pas giflé, le fait d'avoir touché, porté atteinte. L'intégrité physique. Intégrité physique. Ok. Elle sort de l'ENAM, elle connaît la loi. Ok. Il y en a marre. Charles Combe, sur cette situation d'Ayos. Oui, je voudrais faire juste un bémol et évoquer également l'article, l'alinéa 4 de ce fameux article Oui. 27. La loi de 98. Voilà, de la loi d'orientation. Qui dit, en cas de défaillance dans l'accomplissement de leur mission de maintien de l'ordre, les chefs d'établissement sont suppléés de plein droit par les autorités hiérarchiques ou de tutelle. Voilà, donc c'est cet alinéa-là que beaucoup prennent pour essayer de justifier. conforter, de justifier l'action Du sous-préfet. du sous-préfet, et surtout avec ce principe administratif qui dit que qui peut le plus Peut le moins. peut le moins. Je crois que c'est à ce niveau que les débats sont houleux sur ceux qui supportent l'enseignant et ceux qui supportent madame le sous-préfet. On peut le comprendre. Mais sauf... Excusez-moi, c'est pour vous relancer. Est-ce que M. Otou peut relire cet alinéa 4? L'alinéa 4, une fois de plus? Oui, il y a débat justement. Bon, voilà. En cas de défaillance dans l'accomplissement de leur mission de maintien de l'ordre, Très bien. les chefs d'établissement sont suppléés de plein droit par les autorités hiérarchiques ou de tutelle. Je pose la question à mon aîné.
en cas de défaillance, c'est-à-dire si l'administration estime qu'elle est impuissante, elle est dépassée par les événements, là, elle fait appel à l'autorité ou la hiérarchie, l'autorité administrative. Question, le proviseur a-t-il fait appel à madame le sous-préfet? C'est là la question. J'en venais justement, c'est-à-dire que je voulais justement évoquer cet aspect-là, qui juge de l'opportunité de la menace grave ou bien de la défaillance. Bon, c'est là où le débat, moi je fais que poser, je me situe un peu dans les têtes des gens, dans l'esprit des gens pour essayer de comprendre pourquoi il y a tel qui supporte tel, ainsi de suite. Mais pour ce qui est de mon avis, je l'ai dit tout à l'heure, Leibniz a dit pourquoi y a-t-il toujours quelque chose plutôt que rien. Leibniz. Voilà. Pourquoi y a-t-il toujours quelque chose plutôt que rien? Eh bien, l'événement d'Ayos a fait ressortir les problèmes des anciens. Parce que comme je l'ai dit, surtout le fameux débat A2, A1. Voilà. Ça existe. C'est des débats qui ressurgissent. Voilà. C'est des débats qui ressurgissent. Si l'enseignant, monsieur Ondoa, avait réagi comme ses collègues, en disant, comme je l'ai dit, l'autorité, elle a fait place, alors ce problème serait passé de manière inaperçue. Alors, c'est pour ça que... Est-ce que les autres, non, je vous coupe pas, mais je vous le lance, est-ce que les autres n'ont pas laissé faire madame le sous-préfet parce qu'ils n'avaient pas évaluation? S'ils avaient évaluation, est-ce qu'ils se seraient comportés de la sorte? On ne nous dit pas. Cet aspect-là n'a pas été évoqué. C'est-à-dire la collègue professeure d'espagnol, je crois, elle dit qu'elle a laissé entrer madame le sous-préfet. Elle ne dit pas si elle avait évaluation, elle aurait dit... Madame le sous-préfet est passée dans plusieurs classes, mais le récit ne nous dit pas que dans certaines classes, elle a trouvé des évaluations. Le récit ne le dit pas. Certainement, elle l'aurait trouvé et les collègues lui ont laissé la possibilité de... D'une part, ils étaient incompétents. Charles Kung, est-ce que vous comprenez? La dame dit que c'était juste pour 5 minutes. Elle accuse le professeur Ondoa, dit que non, il aurait dû laisser aussi parce que ça ne prenait que 5 minutes. C'est ce qu'elle dit. Ça ne prenait que 5 minutes. Ça dénote du béni-ouïsme dont il parlait. Ça dénote de l'incompétence dont parlait le Gamo. Voilà. Donc, les gens sont mécontents. L'article 27 est devenu très populaire chez les... Et moi, pour avoir mené l'enquête sur le Forum national, la collecte des données, je me suis rendu compte que les enseignants ne maîtrisent pas le texte. Voilà, les enseignants ne maîtrisent pas leur texte. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à la collègue qui témoigne contre son collègue. Elle ne maîtrise pas le texte. Non, elle maîtrise l'article 27. Elle ne les maîtrise pas. Sinon, elle aurait elle-même opposé une résistance à madame le sous-préfet en lui disant, madame le sous-préfet, l'article, l'alinéa 4 dit que l'alinéa 4 de notre loi d'orientation dit que vous ne pouvez intervenir ici que s'il y a menace grave. Alors, et là, vous venez supplier les autorités de l'école. Donc, elle aurait pu le lui rappeler très simplement. Et madame le sous-préfet, si elle était, parce que c'est elle qui devrait en principe respecter la loi, être la première qui respecte la loi, elle aurait pu comprendre. Mais je me suis dit que dans cette affaire, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a des non-dits. Et peut-être que la suite nous révélera ces non-dits-là, parce qu'on ne peut pas comprendre que M. Ondoa, à ce moment-là, pensa que il faut barrer la route à cette femme, que monsieur le proviseur aille s'enfermer dans son... Peut-être qu'il y a des malentendus, peut-être qu'il y a des préjugés avant, que nous chercherons à comprendre. Monsieur Kung, vous êtes peut-être expert en sorcellerie, psychologie, je ne sais pas moi. N'allez pas chercher... Je suis doctorant en psychologie. Je sais, ne nous plongez pas dans cet univers-là. Voilà. Si on se retrouve devant la barre, on traite des faits. Des faits, tout à fait. Quels sont les faits? Les faits sont tels que nous les connaissons c'est-à-dire le professeur était en train d'évaluer. Madame le sous-préfet s'est pointé, chef de terre, son excellence. Elle a voulu faire son One Woman Show. Peut-être il fallait attendre que Diomi Tchakounte fût tué. C'est vous qui aimez utiliser l'imparfait du subjonctif. Fût tué en colbisson pour qu'elle démarre la CA et qu'elle nous brûle le carburant et qu'elle vienne faire son One Woman Show. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'administration du lycée bilingue d'Ayos est incompétente. Or, personne ne l'a appelée. Elle a débarqué toute seule. Alors,
lorsque nous sommes face à ces faits-là, vraiment, traitons des faits, Madame le sous-préfet, on se fiche que Est-ce qu'elle était en compagnie du proviseur, du maître des services? Non, non. Et Monsieur Otou, lorsqu'il y a une autorité, descend d'une autorité administrative, ok. Ça peut vouloir dire quoi? Le proviseur était dans son bureau, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le proviseur était absent. Il ne savait pas que le sous-préfet arrivait. Quel est ce proviseur qui n'est pas au courant de la visite d'une autorité? Même si celle-ci était inopinée, c'est-à-dire l'autorité apparaît d'abord et le proviseur prend acte de la présence de l'autorité. Okay. Alors, si le proviseur n'était pas là, cela veut dire que le proviseur ne l'a pas reçu. Voilà, merci. Le temps d'aller à Douala rencontrer Cédric Noufelet pour le journal de 20h. On va revenir sur les solutions. Samuel Ngamo, rassurez-vous, pour arrêter cette violence en deuxième partie. Le temps d'aller à Douala pour le 20h de Cédric Noufelet. Quand on a de la classe, on a du goût. On ne peut choisir que les meilleurs. Capo, dans la pure tradition des grands crus. Capo, prenez le contrôle. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Un seul titre, la campagne électorale telle qu'elle va depuis son lancement, samedi 25 janvier dernier. Nous sommes donc toujours en compagnie de Jacques Bessala, Samuel Gamon et Charles Koum. Je commence par vous, Charles Koum. La campagne est lancée, on va parler du cas du nord-ouest et du sud-ouest. Un seul parti, on a vu dans les images, qui s'est jusque-là déployé véritablement, le RDPC. Oui. Un autre, de Lawan Bako, le MDP. Oui, j'aimerais vraiment déjà exprimer toute ma compassion à nos collègues, nos camarades du nord-ouest et du sud-ouest qui souffrent de martyrs aujourd'hui. Je suis enseignant, je suis syndicaliste. Oui. J'essaie d'abord de penser à eux. Ces derniers sont aujourd'hui obligés de se terrer parfois chez eux, de ne plus enseigner, de ne plus se promener comme ils sont cantonnés chez eux à cause de l'insécurité qui règne dans ces régions-là. Alors pour ce qui est de la campagne, comme Mutation l'a titré, je crois hier, c'était une campagne fantôme. Hantée. Voilà, une campagne hantée. Et le titre là, c'est un titre bien à propos, parce que c'est du Mutation, ça. Voilà, Mutation, c'est ça. Une campagne hantée. Oui. Ils sont très forts dans les titrailles. Voilà. Donc, je dis, ces élections auront un véritable problème de ce côté-là, parce que elles ne seront pas très bien implémentées à cause de ceux-là qui auront la peur psychologique d'aller voter. Parce que même n'ayant pas été menacé de manière directe, même sachant que je peux aller le faire en cachette, il y aura toujours cette menace psychologique-là, cette terreur psychologique qui va planer au-dessus de leur tête comme une sorte d'épée de Damoclès. Donc moi je me dis... Mais le gouvernement a renforcé... Oui, mais les mesures de sécurité, justement... gendarmes sont au sud-ouest, les mesures de sécurité n'empêcheront pas que quelqu'un se dise qu'en allant voter, étant en sécurité, étant dans un espace sécurisé par les forces de l'ordre, qu'un ambazonien passant par là m'ait remarqué et qu'après ils viennent me faire la peau. Donc il y a cette menace psychologique là qui hante les esprits et qui fait que ça sera difficile malgré les mesures de sécurité qui ont été prises. Ça sera vraiment difficile que la campagne se passe là de manière très normale. Je ne sais pas si on va encore revenir sur les problèmes des enseignants, parce que j'avais encore
beaucoup d'autres choses à dire, mais bon, Bien évidemment. essayons d'abord de déblayer le terrain des élections, même si nous ne sommes pas des politiciens, Justement. nous sommes quand même des électeurs, nous irons voter ce jour-là, nous irons voter nos élus ce jour-là, et nous avons aussi notre mot à dire. Donc je dis, au niveau de nos concitoyens du nord-ouest et du sud-ouest, c'est beaucoup de compassion pour eux, Okay. beaucoup de sympathie pour eux. Et nous osons croire que véritablement des solutions définitives et objectives seront prises pour résorber cette crise-là. Voilà, promis, on va revenir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce cycle de violence qui est en train de s'installer dans nos campus scolaires. Jacques Bessala, justement, cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, la campagne véritablement hantée, comme a titré Mutation aujourd'hui. Ok, mutation. Vous avez l'impression que il y aurait élection là-bas, la campagne, on a vu le RDPC se déployer, Eh bien, le SDF pas encore, qu'est-ce qui se passe? Je dois d'abord dire, je commence par les collègues du NOZO, avant de parler. Solidarité, normal. Voilà, solidarité. Nous avons toujours milité au niveau du collectif des anciens indiens du Cameroun. Nous avons toujours milité, nous avons toujours bousculé au niveau chez les autorités, insisté sur le fait que nos collègues qui se retrouvent dans ce qu'on a appelé les red zones, les zones rouges, soient ramenés vers des green zones, les zones vertes. Parce que ces collègues-là fuient les balles, ils fuient les menaces et tout. Vous vous souvenez le cas... Qu'est-ce qu'on fait donc des enfants qui restent? Du cas de... Si on doit protéger les enseignants pour les green zones, comme vous dites. Eh bien, puisqu'il y a des déplacés internes, même au niveau du C'est pas tout NOZO. le monde qui part. Permettez-moi quand même de dire que même au niveau du NOZO, il y a des déplacés internes. C'est-à-dire, on les fait partir des red zones pour les green zones. Alors, lorsqu'on a ramené ces élèves-là dans des green zones, c'est-à-dire les zones sécurisées et toutes les zones vertes, et qu'on y a déployé nos collègues qui étaient dans les red zones, pour nous, l'opération est bonne. Maintenant, le reste revient aux experts en la matière. Donc, nous avons bousculé lorsque notre collègue Wuntai avait été tué à Bamenda, vous vous souvenez, décapité par les Ambazoniens. Nous avons, lors de la réunion de crise avec Madame la ministre des enseignements secondaires, nous avions insisté là-dessus. Il y avait, je veux dire, monsieur le ministre de la fonction publique était également présent parce qu'il traite du volet disciplinaire lorsqu'il faut suspendre, par exemple, de la SOLT. Nous leur avons dit qu'un dossier qui sort du NOZO, un dossier disciplinaire qui sort du NOZO, n'est pas appréciable de la même façon qu'un dossier qui sort d'un bal à deux, voyez-vous. Donc, nous nous sommes accordés là-dessus et nos collègues ont quand même été ramenés vers des green zones, même si certains sont encore dans les red zones. Maintenant, pour revenir aux élections, je voudrais croire que les élections auront lieu dans mon pays le 9 février. C'est le souhait de tout le monde, malgré ce que disent certains ailleurs. Le Cameroun devrait fonctionner. Maintenant, est-ce qu'il y aura élection au NOZO? C'est au gouvernement d'apporter l'équation à ce niveau-là. Ma question, nous sommes encore au niveau de la campagne. De la campagne, ok, très bien. Oui, ce qui se passe. Bon, au niveau de la campagne, vous avez dit qu'il y a un parti qui est déjà sur le terrain. RDPC, on a vu le RDPC organiser quelques rencontres. Tunja, Coupé Manengumba hier. Si le RDPC est allé sur le terrain et s'il a été accueilli par les populations de ce côté-là, j'ose croire que les autres partis peuvent également se déployer. Il reste maintenant qu'il y a des zones apparemment inaccessibles. C'est là où se passe tout le jeu maintenant. Est-ce que les électeurs de ce côté-là seront touchés? Et le collègue a bien fait de dire que ces électeurs qui iront voter, comment vont-ils gérer ce qu'on appelle vulgairement le retour, c'est-à-dire les représailles? Donc il faudrait que... Vous êtes sûr qu'il y aura représailles? Je n'ai pas dit que je suis sûr. Nous sommes au conditionnel, si jamais, voyez-vous. Puisque au NOZO, ces Ambazoniens-là ont quand même... Nous l'avons vu avec nos collègues qui sont filés. Par exemple, parfois il y a des complicités internes, des gens qui donnent le renseignement. Donc il faudrait d'abord que les populations prennent conscience, et je crois que c'est déjà le cas, puisque nous avons des populations qui dénoncent déjà, qui mettent aux arrêts certains
ambazoniens et qui les mettent à la disposition de la justice. Donc, avec la collaboration, je pense que les élections peuvent quand même se tenir dans la majorité des zones du Nozo. On va se tromper si on dit qu'elles auront lieu dans toutes les zones du Nozo. Moi, je reste prudent là-dessus, mais mon souhait est que les élections aient lieu dans mon pays. Alors, on va terminer avec Samuel Ngamo sur cette situation, cette campagne-là, qui ne démarre pas véritablement dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est compréhensible? Merci Serge Alain. J'ai observé comme vous des images à la télévision. J'avoue que j'ai eu la chair de poule. Parce que j'ai observé deux types de tenues. Les tenues du RDPC et les tenues militaires. J'ai pensé avoir face à moi Air Force One. Tellement l'arsenal militaire était impressionnant. Et cette observation m'a fait naître beaucoup d'interrogations. Je me suis demandé, en réalité, on parle d'élections. Mais à qui profitent donc les élections? Aux populations qui doivent choisir leurs représentants ou aux gouvernants qui doivent absolument organiser des élections. Parce que ce que j'ai vu là, si les gens déjà avec le référentiel qu'ils ont, la casquette de ministre, j'en ai vu, ainsi de suite, ont besoin de cet arsenal pour se déplacer. J'attends voir comment les tenir un meeting de lancement. Oui. J'attends voir comment. Et le meeting a eu lieu dans une salle. Ah oui, dans une salle. J'attends voir comment la campagne va se déployer maintenant dans les rues et dans les carrefours. Je reste très pessimiste et très outré par ce qui se passe dans mon pays. Nous n'avons pas besoin de cette sale guerre. Nous n'avons pas besoin de cette sale guerre. Il a fallu seulement que les uns et les autres se parlent, s'écoutent. Parce que l'écoute est la première chose dans chaque situation de crise. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à cette situation. Et comme vous, comme beaucoup de Camerounais, je me demande bien comment cette campagne électorale, même pour le RDPC, va se déployer sur le terrain. J'attends voir. Je ne lis pas. Excusez-moi, je vous relance avec votre permission. Oui. Alors, vous avez parlé du déploiement, sécuritaire et tout, mais c'est comme si je vous comprenais d'une autre façon. Est-ce que vous voulez dire que ce déploiement-là ne profite qu'au parti au pouvoir? C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, quand j'observe, je m'interroge. Vous avez vu deux tenues, militaire et RDPC. Oui, c'était le meeting de lancement du RDPC. C'était normal qu'il n'y ait que les militants du RDPC là-bas dans leur tenue. Alors, est-ce que vous insinuez que si les autres partis veulent se déployer, il n'y aura pas cet arsenal? J'attends voir. Je ne fais pas les insinuations. J'attends voir, j'observe. Okay. Je suis un observateur attentif. J'observe. Et, si vous voulez qu'on en parle, même s'il y a ce déploiement militaire, j'attends voir quel résultat, quel sera l'impact, comme disait M. Koum, sur l'effectivité des élections. J'attends voir. Ok. Bon, voilà, on va donc passer au sujet principal. Je commence par vous, Jacques Bessala. Dans votre appel à la mobilisation générale, vous faites l'inventaire d'un certain nombre de cas d'agression d'enseignants dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Vous parlez de la bastonnade d'un surveillant général par un commandant de brigade au lycée bilingue de Mayo-Oulo, région du Nord, en novembre 2018. La bastonnade d'une enseignante par un militaire parent d'élèves dans une salle de classe à l'école publique du garage militaire de Bafoussam, région de l'Ouest, en septembre 2019. L'humiliation et la garde à vue non justifiée d'un enseignant du lycée bilingue d'AVB-EC, région du Sud, par ordre d'un sous-préfet en septembre 2019. La bastonnade d'un censeur et d'un surveillant général par un gendarme
au lycée bilingue de Bonassama, nous sommes dans le littoral, en novembre 2019. L'humiliation, arrestation, garde à vue non justifiée d'un enseignant du lycée bilingue d'Ayos, tout récemment, par Madame sous-préfet d'Ayos le 22 janvier 2020. L'assassinat du collègue Njomi Tchakounte par son élève au lycée classique de Colbison, c'était le 14 janvier dernier. Comme j'ai dit, vous avez oublié le cas de Garoua 2, où, terminez vous-même, qu'est-ce qui s'est passé à Garoua 2? À Garoua 2, il y a toujours nos autorités, comment on les appelait, administratives, sous-préfets. Voilà. Toujours les sous-préfets, un problème avec les enseignants. Vous voyez que j'aime du mal à prononcer ce nom. Pourquoi? Ce nom-là déjà parce que... C'est le chef de terre, non? Oui, c'est le chef de terre, mais est-ce que chef de terre veut dire tout puissant? Alors, le sous-préfet... Qu'est-ce qui s'est passé à Garoua 2? Le sous-préfet, il y a eu un cas, je veux dire un contentieux, un instituteur, un enseignant qui avait puni un élève, et le sous-préfet lui avait demandé de s'asseoir à même le sol. Alors, déjà, ce qui est clair, ce qui est évident, est que le sous-préfet n'a pas le droit de le faire. Peu importe ce que l'enseignant a fait, mais le fait de demander à un enseignant de s'asseoir à même le sol devant les élèves, je pense que c'est chercher à amener ce pays à la dérive. Donc c'est assez grave, mais ce n'est pas un cas que j'ai négligé. J'ai dit notamment, peut-être que j'aurais dû citer tous les cas, parce que nous avons d'autres cas, des enseignants à l'Est par exemple, nous avons des collègues qui étaient filés, poursuivis jusque dans leur maison, c'est-à-dire dans son domicile, et tabassés par les élèves. Nous avons ces images-là dans notre groupe Facebook que nous avons partagé. Ce n'est pas pour dire que le cas de notre collègue de Garoua 2 est des moindres, mais nous avons, nous avons dit notamment, en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est des moindres. C'est pour revenir à cette histoire d'abus d'autorité. Abus d'autorité venant de nos administrateurs civils. Il y a problème à ce niveau, franchement. Et je l'ai dit... Est-ce que mon problème est simple? Est-ce que c'est toujours le sous-préfet? Est-ce que tout ça ne part pas de cette fameuse guéguerre A2, A1? Est-ce que le fait de rappeler, pour certains, de rappeler comme ça au sous-préfet que A1, A2, est-ce que ce n'est pas ça qui a l'origine? Vous savez, lorsque nos frères et sœurs lauréats de l'ENA, moi je les vois souvent, excusez-moi, moi j'ai été formé à l'ENS de Yaoundé, et nous allions prendre nos repas dans un même restaurant ou presque. Alors, lorsque vous voyez l'attitude de ces... Oui, Oten, il s'appelle chef terre ceci, et le regard qu'il porte sur les collègues, je veux dire, les collègues futurs lauréats de l'ENS, c'est un regard condescendant. Voyez-vous? Donc, depuis les... Vous êtes obligé de leur rappeler que vous allez sortir en A2? C'est-à-dire le plafond, la fonction publique. C'est ça le problème? Pour répondre au complexe. Parce qu'ils vous ont tous à part de... Tous à part d'un Guaïkele. Non, moi, quelque chose, je voudrais croire que on leur bourre le cerveau avec ces histoires-là de l'école. C'est-à-dire, lorsque vous sortirez d'ici, c'est vous qui allez décider de cela et tout. Lorsqu'ils sortent de là, ils se croient tout permis. Et observez les comportements de ces frères et sœurs camerounais. C'est presque identique. Chef de terre est petit, je dirais Dieu de terre. Ce sont des véritables dieux de terre. C'est quand même le représentant du chef de terre. Le représentant de... Et attention, revenons à ce niveau. Oui. Monsieur Serge Otou, nous nous portons en faux par rapport à cela. Représentant du chef de l'État, non. Le sous-préfet est le représentant du ministre de l'administration territoriale. Nous ne connaissons pas un texte qui confère les pouvoirs, qui délègue les pouvoirs du chef de l'État à un sous-préfet. Nous savons que... Mais Gabon ne semble pas être d'accord avec vous. Bon, d'accord, il peut être en désaccord avec moi, mais nous apprécions, ces textes-là aussi en autre manière. Il n'y a pas que le ministère de l'administration territoriale dans des régions et autres. Moi, je refuse de croire qu'un sous-préfet est le représentant du chef de l'État. Un sous-préfet... Vous pensez qu'il représente donc qui? Il représente son ministère. Non, du tout. Il représente... Et je vais vous dire pourquoi. Il est grand temps qu'on détache
les produits de l'ENAM, les autorités administratives de la chose de l'éducation. C'est là le problème. Jusqu'à récemment, nous étions notés par eux. Vous savez de quoi je parle. Jusqu'à récemment, ça vous dérange? C'est une aberration. C'est une aberration. D'où sort-il qu'un sous-préfet vienne évaluer un enseignant? Que sait-il de la chose de l'école? C'est-à-dire, il va utiliser quels critères? Il va se fonder sur quoi pour m'évaluer moi? Ils ont arrêté avec cette histoire-là. Ce sont des aberrations. Nous pensons, je pense, en tout cas je l'assume, je pense qu'il y a certaines choses qui devraient être revues dans ce pays. Il y a des textes qui doivent être revus dans ce pays. Nous n'acceptons pas ce mépris-là qui nous vient de ces administrateurs sortis de l'ENAM. Et justement, le sous-préfet, se prenant pour un dieu, va demander à un enseignant de s'asseoir à même le sol. Mais on va où là? On va où? Vous comprenez pourquoi on lui a demandé de s'asseoir à même le sol, Charles Koum? Vous comprenez? Non, je pourrais comprendre, vous pourrez comprendre. Sans toutefois chercher à le justifier. Oui. Si on va sur l'analyse de Jacques Bessala, on comprend clairement que le sous-préfet n'a aucun droit pour poser ce type d'acte. Il s'agit de notre collègue Tagne. Oui. Nous avons eu ce rapport-là de notre cordeau. Monsieur Tagne de Garoua 2. De Garoua 2, voilà. Il nous a envoyé un audio, il nous a très clairement expliqué la situation. En présence de l'élève qui a été puni, monsieur le sous-préfet l'a grondé devant sa horde, tous ses collaborateurs-là, les parents d'élèves. Et il a demandé, assieds-toi là, mets-toi à terre, assieds-toi. Et comme... Devant l'élève. Oui, et vous savez, si vous avez étudié un peu la sociologie au niveau du Grand Nord de nos trois régions du Septentrion, les autorités administratives ou traditionnelles se prennent là-bas pour des dieux. Mais monsieur, je sais pas, le Lamido, mais il est un dieu là-bas. Dès qu'il décide que aller m'attraper tel à l'école, on va l'attraper. C'est une culture tout à fait contextuelle dans ces régions-là. Nous avons eu beaucoup de plaintes venant de là, où on nous fait comprendre que le Lamido a décidé de ceci, le Lamido a décidé de cela, et le sous-préfet et autres autorités administratives sont venus également se mettre dans la danse, si bien que les enseignants se sont complètement tassés. On a eu du mal même à avoir des représentants syndicaux là-bas au niveau des trois régions du Nord, du Septentrion. Vous voyez, les gens vous disent, nous on ne veut pas de syndicalisme ici, on ne veut pas de désordre ici. Les gens avaient peur de pouvoir, par exemple, mettre sur pied les mots d'ordre de grève que nous lancions ici. Les gens avaient peur même d'être indiqués comme représentants syndicaux. C'est aujourd'hui qu'on essaye, que certains téméraires essayent quand même de se distinguer et de braver ces autorités administratives et religieuses. Pourtant, le syndicalisme n'est pas l'opposition. Le syndicalisme est là pour améliorer les conditions de vie et de travail des camarades. Ok. Voilà, Samuel Gamon, sur ces rapports entre le sous-préfet et l'enseignant. Surtout les plaies. De prime abord, nous ne pouvons que condamner l'attitude de monsieur le sous-préfet. Le châtiment corporel est interdit. Il a une panoplie de mesures administratives à prendre envers cet enseignant. Il doit monter un dossier et si à la fin il se rend compte que l'enseignant est fautif, l'administration a prévu des mesures. Lorsqu'il fait asseoir l'enseignant, il s'agit d'un acte d'humiliation que personne ne peut tolérer. Que personne. Je voudrais réagir un peu sur ce que disait mon jeune frère Bessala. Lorsqu'il a relevé l'attitude des jeunes étudiants de l'ENAM, oui. Cette confiance en soi, ce n'est pas le résultat de l'expression des gènes inscrits dans leur chromosome. Vous comprenez? Attendez que je termine. Je dis cette confiance en soi. C'est le résultat des acquisitions de formation à l'ENAM. C'est ce qu'il a dit exactement. Qu'est-ce qui... Oui, maintenant je vais plus loin. Qu'est-ce qui interdit aux formateurs de l'école normale supérieure de donner la même attitude aux enseignants?
Tout à l'heure, non, ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Tout à l'heure, lorsque je disais que on n'a pas suffisamment outillé l'enseignant pour remplir toutes ses missions. Voilà un bel exemple. À l'école normale, on peut venir en short, on peut venir même en t-shirt, n'importe comment. Oui. On vous laisse suivre votre Ça commence cours. par la tenue. Ça commence par à l'ENAM, il faut être en veste. À l'ENAM, la confiance en soi est un facteur important, même de discipline. Nous allons voir tout à l'heure que même chez les jeunes, c'est la dévalorisation de ces jeunes-là qui les pousse à l'indiscipline. Donc c'est pour dire que l'école normale, qu'est-ce qui empêche à l'école normale de mettre des structures, de former des enseignants pour qu'ils aient aussi cette attitude positive? Un responsable du ministère des Finances me disait, Monsieur Ngamo, lorsque je suis assis dans mon bureau et que un autre corps arrive, ouvre. Parce que on n'a pas, pendant la formation de l'enseignant, on ne lui a pas montré le rôle central qu'il joue dans l'éducation. Et que pour jouer ce rôle central, il doit avoir des attitudes et des aptitudes. On donne donc quelques aptitudes, mais personne ne regarde réellement le volet attitude de l'enseignant. Et il y a un vocable qui circule dans le milieu enseignant. Je ne suis qu'un pauvre enseignant. Voilà. Mais qui vous a dit qu'un enseignant peut être pauvre? Ce n'est pas possible. Il a été appauvri. C'est l'enseignant lui-même qui dit. Mais plusieurs de nos collègues le disent. L'enseignant ne doit pas dire que je suis un pauvre enseignant. Il a été appauvri. Monsieur Otto. Sur tous il les ne plans. Pas. Donc c'est par rapport à ça et par rapport à la note du sous-préfet. Dans la nomenclature et notation, le sous-préfet généralement arrête la dernière note. La dernière note, qui lorsque on passe à une cotation, c'est peut-être 3 sur 20. Ça veut dire les responsables hiérarchiques de l'enseignant, qui sont des pédagogues comme lui, font d'abord l'essentiel du travail. Et le sous-préfet évalue 3 sur 20. Et cela se justifie. Parce que justement, l'enseignant n'est pas là seulement pour enseigner. Lorsque vous prenez en compte les missions de l'enseignant, vous vous rendez compte que les missions sont tellement vastes, que c'est normal qu'à un moment, l'administratif intervienne pour ces 3 sur 20. Monsieur Serra, voilà, on va terminer. Oui, très rapidement. Oui, vous allez nous donner des solutions pour sortir du cycle de violence. Oui, un dernier tour de table. Oui. On fait des grands signes. Alors, très rapidement, cher aîné, je ne suis pas d'accord avec vous. Lorsque vous voulez faire croire aux Camerounais que dans nos écoles normales, on ne nous enseigne pas l'assurance ou alors la fierté ou tout ce que vous voulez. J'observe les résultats, le comportement des enseignants. En tout cas, cela ne veut pas dire que dans les écoles normales, on ne nous enseigne pas la fierté ou la confiance en soi. Voici ce qu'il faut toucher du doigt, cette réalité. Un énamien, un futur énamien, dont le nom est sur la liste définitive d'admission à l'ENAM. Il est pris en solde. Oui. Ça commence là. Un normalien, oui, c'est ça, il faut aller à ce niveau. Un normalien, il n'a rien. Ok? Donc, il doit même encore. Il sort, moi j'avais passé 23 mois sans salaire. Il y avait 60 mois sans salaire. Vous comprenez un peu? Ça commence là. Et ces énamiens, ils le savent. Or, ironie du sort, monsieur Otto, allez au ministère de la fonction publique. Lorsque nos dossiers d'intégration sont traités là-bas, vous savez à quelle catégorie on appartient, comment on nous appelle? On nous appelle élèves ENAM. Nous sommes élèves ENAM, comme ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Ces gens-là ont conscience de ces injustices que nous subissons. Raison pour laquelle ils adoptent aussi des attitudes et des comportements condescendants.
vis-à-vis de nous. C'est là le problème. Ok. Maintenant, sur... Oui, rapidement, on me dit qu'il reste moins de 5 minutes. Ok, Rapidement. ce que je voulais dire... Deux. Oui, ce que je voulais dire... sortir. Ce que je Temps de voulais faire le tour. Oui, ce que je voulais dire d'abord est que nous exigeons, le collectif des enseignants du Cameroun exige d'abord des hommages académiques pour notre collègue. Oui. Il y a une mobilisation physique générale, tout le monde au CHU à 6 heures jeudi prochain. C'est tout. Tout le monde là-bas, c'est la première chose. Maintenant, pour sortir du cycle de violence dans les établissements secondaires, nous avons proposé au pouvoir public, ou du moins, nous leur avons demandé de mobiliser des ressources financières, matérielles et humaines adéquates, énormes même, afin de résoudre ce problème. C'est-à-dire quoi? Très simplement. C'est-à-dire qu'il faut investir dans la sécurisation de l'école. Sans publicité, lorsque vous passez en face... c'est Fustel des Coulanges, c'est ça. Ici à Yaoundé, lorsque vous voyez le mur de cette école, c'est-à-dire la clôture, vous voyez les caméras de surveillance, les barbelés, le système d'alarme et tout, aspect externe. Voilà à quoi doit ressembler un établissement scolaire. Il existe... Le ministre Nalova Lyonga l'a proposé après Colbisson, non? Elle a proposé... Quoi? L'installation des caméras de surveillance. Mais je vous ai donné une batterie de mesures. Vous commencez par la caméra de surveillance, vous allez la Je dis entre autres. Sur un manguier. Non, vous avez dit. Ok, d'accord. Maintenant, on dit la même chose, quand nous parlons des ressources humaines, les surveillants généraux et censeurs seuls ne sont pas capables de filtrer les entrées et sorties dans un établissement scolaire. Ok. Vous voyez, je voudrais qu'on y associe. On y associe les FMO avec partage d'informations dans une base de données, qu'on y associe. Et permettez-moi. La mesure qui va englober toutes les autres, c'est la tenue du Forum national d'éducation. Monsieur le Président de la République, nous attendons ce Forum national d'éducation au cours duquel beaucoup de problèmes seront résolus sur tous les aspects. Maintenant, d'autres mesures beaucoup plus concrètes à court terme, nous demandons, Monsieur le ministre de l'Éducation de base, vous avez le lancement de l'intégration de la vague 4 des instituteurs contractuels. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Beaucoup de lenteur aussi dans le traitement de leurs dossiers. Monsieur le ministre de la fonction publique, nous savons que vous faites tellement d'efforts pour ces instituteurs, mais nous voulons qu'il y ait un peu plus de célérité dans le traitement des dossiers. C'est ça qui va stopper la violence, non? Pour résorber la violence. Premier axe, la confiance qu'on doit accorder aux jeunes. On ne doit plus observer les jeunes comme une menace pour la République, mais comme une richesse pour la République. Et pour cela, on fait avec la jeunesse. Et comme nous n'avons pas de temps, je vais dire aux adultes qui nous écoutent, si nous tardons à prendre en charge la jeunesse, elle ne tardera pas à s'occuper de nous. Voilà mon mot de fin. Merci. Concrètement. Merci, Jacques Bessala, d'être venu. Oui, mais... Mobilisation, j'invite également tous les collègues à se retrouver ce jour-là à 6 heures au CHU pour que nous allons forcer cet hommage académique à notre collègue et en a vraiment marre. Et nous mais est-ce que c'est le CHU qui pose problème? Non, nous avons dit rassemblement au CHU et la suite au niveau de Colbisson pour qu'on redonne la véritable place à l'enseignant. Ok, merci d'être passé, Jacques Bessala. Merci Samuel Ngamo. Merci, d'être c'est venu. moi qui vous remercie. Merci. Voilà, merci à vous également, Charles Koun. Merci bien, Serge. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Bonsoir, les enseignants de la République.